et à tous, bienvenue au Robixco ce matin pour ce 57e Petit Déj Pro qu'on organise le Robixco et les RET. Donc je suis Soufiane Kachla, directeur du tiers-lieu le Robixco et nous accompagne aujourd'hui Maxime Lehoux, le président de l'ERET. Je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse présenter le format des Petits Déj Pro, son association et nous présenter l'intervenant du jour et lancer cette conférence. Ok, merci Soufiane. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi c'est Maxime Lehoux. Je dirige sur le territoire une agence d'intérim et de recrutement, acteur de l'emploi local basé à Montlouis. Et je suis aujourd'hui avec ma casquette associative. Je préside l'ERET, qui veut dire entreprendre et réussir dans l'Est Touraine. L'ERET fédère à peu près 90 entreprises sur le territoire de Touraine-Est-Vallée. Et l'idée est de créer du lien avec les dirigeants, d'être un interlocuteur dédié avec toutes les institutions économiques et de mettre en place des actions en faveur du développement de notre territoire et de nos entreprises. Et donc dans ce cadre-là, on organise en effet en partenariat avec le Robixco tous les premiers vendredis du mois les Petits Déj Pro. Les Petits Déj Pro, c'est quoi? C'est une thématique mensuelle où on fait intervenir un expert ou une experte d'un sujet de gestion d'entreprise. L'idée, tous les sujets sont abordés. Aujourd'hui, grande thématique développement commercial. On va parler des RH, on va parler de la gestion, on va parler des finances, on va parler du management, du temps des dirigeants. Vraiment, à chaque fois, c'est une thématique bien précise qui touche le développement des entreprises. Et donc, sur le format, on a de 8h30 à 9h, plutôt la partie conviviale, petit déjeuner sur place au Robixco. De 9h à 10h, on va être donc avec notre expert pour dérouler cette thématique. Et vous avez également la possibilité de nous rejoindre. Je sais qu'il y en a qui sont connectés ce matin avec nous sur la page Facebook du Robixco, où vous pouvez interagir et on va être avec Soufiane là pour poser toutes les questions. Et donc je vous présente ce matin, alors c'est la deuxième ou troisième fois que troisième fois déjà, ouais, Olivier. Donc vous le connaissez, Olivier Senet, qui dirige Ex&Co, c'est ça, expert commercial sur notre territoire, tout à fait. Influenceur LinkedIn à ses temps perdus Tourangeau. Ah bon. Et donc on va vous parler de comment réveiller votre base client dormante, donner des tips pour aller chercher du développement commercial. C'est ça. Voilà. Eh bien, écoute, merci Maxime. Bonjour à tous. Je suis très content d'être là à nouveau, parce qu'effectivement, c'est déjà la troisième fois que j'interviens. Je crois que c'est le 57e petit déj. Donc, ça veut dire en gros tous les 30 je reviens. C'est à peu près ça. Non, c'est la troisième fois parce qu'effectivement, le format est vraiment excellent. On y traite plein de thématiques qui sont très importantes, toutes les unes comme les autres, pour nous, les entrepreneurs et les entreprises. Tu l'as très bien dit. J'adore venir aussi en tant que participant parce que c'est toujours très sympa. C'est un format souple, plutôt cool. Donc moi, effectivement, je suis dirigeant du cabinet Ex&Co, cabinet de développement commercial. Et pour commencer, je voudrais juste vous montrer ceci. Voilà, je me suis fait plaisir. C'est de la communication. Hop, on va pouvoir le passer. Remontre-moi, je reviens comme ça, je crois. Tac. Hop. Confirmé. Et je reviens. Et voilà, et à partir de là, on va réellement démarrer la conférence. Ok. Donc, moi, je suis dirigeant du cabinet Ex&Co. J'ai fondé ce cabinet il y a 5 ans. C'est un cabinet de développement commercial. En partant d'un constat, puisque moi j'ai fait environ 20 ans de distribution automobile. L'automobile, c'est un monde qui est ultra processé, ultra structuré en termes de marketing, de commercialisation. Et ce que j'ai cru être légion d'honneur, quand j'ai commencé à vouloir regarder ailleurs ce qui se faisait, je me suis rendu compte que c'était absolument pas le cas dans toutes les TPE-PME. Donc je me suis dit, tout simplement, ce que je vais faire de ma vie, c'est que je vais, moi, profiter et faire profiter de tout ce que j'ai acquis en 20 ans aux autres entrepreneurs. J'interviens aujourd'hui en tant que directeur commercial, en tant que formateur coach, ou en tant que conférencier comme ce matin. Et le commerce, c'est une énorme thématique dans laquelle on va rentrer tout plein de sous-thématiques. Je minimise absolument pas, parce que je vois Valérie à côté, mais la communication fait partie du thème commerce, puisque la communication est au service du commerce et a besoin du commerce pour pouvoir produire des contenus de qualité. Le marketing travaille en collaboration avec le commerce, donc tout ça, c'est un triptyque. Donc vous imaginez bien qu'il y a tout un tas de sous-thèmes, et quand on revient juste dans la partie commerciale pure, alors, je communique un petit peu sur LinkedIn, effectivement. On m'entend souvent parler de prospection.
Parce qu'on est tous focus sur la prospection et qu'on se dit comment je vais chercher des nouveaux clients. Sauf qu'il y a un constat qui est absolument catastrophique en France, dans nos entreprises, c'est qu'on met énormément d'énergie à aller chercher des nouveaux clients alors qu'on a une mine d'or sous les mains. Et tous, quasiment tous. Donc aujourd'hui, on va parler effectivement de réactiver sa base dormante ici, tout au long de la matinée. Alors, on va commencer par enfoncer quelques portes ouvertes. Hop, c'est comme ça. Que pensez-vous de cette phrase ? 1 de perdu, 10 de retrouvé. Vous pensez vraiment qu'en commerce, ça marche comme ça ? Non. Non. C'est clair. Spoiler alerte. 1 de perdu, certainement 10 de perdu si vous ne faites rien à côté. Parce que celui qui part, il va en parler, il le dira. Pourquoi il est parti. Et il dira sa déception à tous les gens autour de lui. Donc cette phrase, qui est une... Je pense qu'elle marche nulle part en plus. Elle marche nulle part, ouais. En vrai, je sais pas pour vous, mais à une période de ma vie, j'étais comme un peu séducteur. Ça n'a jamais marché, en vrai. Elle fait du bien au moral, quoi. C'est bien au moral. Voilà, c'est ça. Elle fait juste du bien au moral, mais c'est pas du tout une vérité. 2 chiffres, 90% et 50%. Qu'est-ce que ça vous évoque d'après vous ? À quoi ça correspond ? Non. C'était une bonne idée, surtout au mois de novembre, mais c'est pas des remises. Non, non, ce ne sont pas des remises. 90%, c'est un chiffre qui concerne les entreprises. 90% des TPE, PME sont concernés par ce que je vous ai dit au départ. Sont concernés par une base client dormante, inactive, qu'ils n'exploitent pas ou plus du tout. Donc ça veut dire tout le monde en gros. Parce qu'après, bon, dans les grandes entreprises, il y a des gros services marketing, il y a des gens qui sont là pour penser à réactiver tout ça. 50%, qu'est-ce que c'est, du coup, comme chiffre ? Quand on part du principe que 90% des entreprises ont une base dormante, des clients inactifs, à quoi correspondent, d'après vous, les 50% ? C'est la répartition de votre portefeuille en moyenne inactif. C'est-à-dire que quand vous avez 100 clients actifs, vous en avez en général, en moyenne, 100 à qui vous ne parlez plus. Qui ne commandent plus, qui ne consomment plus. Alors des fois, ça donne des chiffres terribles, parce que j'ai souvenir d'une personne que j'ai rencontrée d'ailleurs ici, lors de ma première conférence, qui, je parlais de prospection et qui vient me trouver après, il me dit il faudrait qu'on parle parce que j'ai de vrais sujets de prospection, il faut que mes gars se mettent à prospecter. On s'est vu, on a fait affaire ensemble, mais malgré mes conseils, il n'a pas fait la base. Je lui ai demandé comment était constitué son fichier client, il dit j'ai 6000 lignes. C'est énorme. L'entreprise existe depuis 25 ans en même temps. 6000 lignes clients. Combien commandent, combien consomment, combien sont actifs dedans ? À peu près la moitié, le chiffre était le même. Vous imaginez 3000 clients inactifs. Moi, ça m'a fait froid dans le dos. Et à côté de ça, il voulait que je l'aide à dépenser de l'énergie pour aller chercher des nouveaux clients. Donc ces constats-là, ils sont importants de les avoir bien en tête parce que c'est terrible. Et on verra tout à l'heure, dans le plan de conférence, je vais vous dérouler. Donc, on part au départ sur l'état des lieux, les constats. Qu'est-ce que c'est qu'une base dormante ? Parce qu'il faut bien clairement définir et comprendre c'est quoi une base dormante. Comment est-ce qu'une base s'endort ? Comment ça se fait qu'on en arrive à avoir une base dormante ? Et surtout, plus important à la fin, on va sur comment aller la réactiver, comment aller la chercher. Un dernier constat, un dernier chiffre choque un petit peu, jusqu'à 25 fois plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ton taux de conversion qui monte par rapport à un prospect ? C'est le coût d'acquisition d'un prospect versus Ah oui. réactiver un client dormant, jusqu'à 25 fois plus. Oui. Parce que quand on parle d'acquérir un prospect, souvent on est focus sur l'acquisition de leads. D'ailleurs, j'attire votre attention, c'est une nouvelle Eldorado, il y a des vendeurs de leads partout dans le monde. Soyez très vigilants sur ce qu'on va vous proposer sur la vente de leads. Il y a aussi beaucoup de choses à réfléchir. Très très attention, vous pouvez vous trouver avec des leads très chers, jusqu'à 100, 120 euros le lead, pour des choses qui ne sont absolument pas qualifiées. Mais quand je parle du coût d'acquisition d'un prospect, je ne parle pas du tout. Alors un lead, effectivement, merci parce que tu mets le doigt sur un sujet qui est très important aussi dans mon discours, c'est la vulgarisation de mon discours. Dans tous les domaines, on a un vocabulaire, on a un dictionnaire professionnel de son domaine. Un lead, donc c'est un terme anglais du marketing, c'est un contact en fait. C'est un contact, c'est-à-dire que
une personne qui potentiellement a besoin ou a envie de vous faire travailler ou a besoin de vos services, et qui va être, quand on l'appelle lead, qualifié, c'est-à-dire qu'on a l'intégralité de ses coordonnées, les moyens de le contacter, et on est certain qu'il est en phase d'intérêt sur le produit. Là, il devient ultra qualifié, ultra chaud. Donc, on est tous focus sur l'acquisition de lead, et on se dit, ok, oui, alors acquérir un lead, ça va me coûter, je vais acheter du lead à 50 €, à 100 €. Quand je vous parle jusqu'à 25 fois plus, je ne vous parle pas de ça. Acquérir un lead, c'est pas juste acheter des coordonnées. Acquérir un prospect, c'est combien de temps vous allez passer en face à face avec ce prospect. Ce temps-là, c'est de l'équivalent main-d'œuvre. Il y a un commercial que vous payez X € par mois qui va faire 1, 2, 3 rendez-vous d'1 heure, 2 heures, 3 heures, donc il va passer 6 heures. Bah, chaque fois, vous payez de la masse salariale. Ça rentre dans votre coût d'acquisition. Et vos frais de déplacement. Est-ce qu'il va se déplacer en voiture? Est-ce qu'il va avoir du carburant, du parking? Est-ce qu'il va avoir des frais de repas s'il allait voir le client, le prospect un petit peu loin? Donc tout ça, ça rentre dans vos coûts d'acquisition. Calculer le vrai coût d'acquisition d'un client, c'est loin d'être simple, mais c'est explosif. C'est beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer en général. Et donc quand je parle de jusqu'à 25 fois plus, moi je parle de ce coût-là. C'est-à-dire qu'aller chercher un prospect, si vous intégrez tous les coûts que vous avez dû dépenser et investir pour aller le chercher, parce qu'il faut aussi intégrer vos coûts de communication, de marketing, de publicité pour aller chercher ce lead au départ. Ça rentre dans votre coût d'acquisition. Alors qu'un client dormant, il est là juste à côté de vous. C'est très facile, il y a très peu d'énergie et il n'y a pas besoin de gros moyens pour aller le réactiver. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Hop. Alors, comprendre ce que c'est qu'une base dormante. D'après vous, c'est quoi exactement une base dormante? Comment vous définiriez le client dormant? Le client avec qui on a travaillé, Ouais. on a passé X. Ouais. On n'a pas forcément remercié ou autre après la prestation et le service. Ouais. Et qui ne demanderait peut-être qu'à retravailler avec nous. Ouais. Et on ne sait pas forcément avoir les bons gestes pour le dire, on est toujours là. Tout à fait. Purement le client dormant, celui qui a déjà consommé, qui fait partie de votre fichier client, qui ne consomme plus aujourd'hui, qui n'achète plus vos produits ou vos services, quelle qu'en soit la raison, et ça on reviendra sur les raisons tout à l'heure, mais qui n'achète plus vos produits et services, et donc qui est là, qui potentiellement pourrait reconsommer, mais comme on ne s'en occupe pas, il reste là. Il y a deux typologies, puisqu'en réalité on parle de base dormante. Il y a deux typologies. Quand on parle de base dormante, on ne parle pas que des clients, on parle des dormants et des inexploités. Les inexploités, ce sont justement tous ceux à qui vous avez fait aussi un jour un devis, un lead pour le coup, vous avez eu un contact, vous avez démarré une relation, quelque chose, et puis finalement, pour X raisons, ça a un peu fuité, ça ne s'est pas fait, et c'est resté là, et c'est dans votre base aussi. Et ça dort, et on n'y retouche pas. Donc il y a deux typologies à prendre en compte, il faut bien l'avoir en tête. Une base dormante, ce n'est pas juste des clients, c'est aussi des prospects avec qui on n'a jamais travaillé, on n'a pas été plus loin, parce qu'on n'a peut-être pas poussé l'effort suffisamment loin. Est-ce que tout ça c'est OK pour vous? Hop. Donc maintenant on va passer sur les constats et conséquences. Donc le constat, comme je vous dis, 90%, 9 TPE sur 10 investissent uniquement sur l'acquisition de nouveaux clients. C'est exactement l'histoire de la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Moi aujourd'hui, quand on vient me chercher dans mon métier en me disant j'ai une problématique commerciale, on ne me parle quasiment systématiquement que de acquisition, de prospection, d'aller chercher des nouveaux marchés. Ça, c'est un vrai constat et c'est terrible, c'est terrible. Pourquoi est-ce qu'une base d'or s'endort aussi? Les commerciaux, ils sont responsables là-dedans, mais pas totalement. Ils sont responsables parce que vous, en tant que patron, vous faites la même bêtise que vos commerciaux. C'est tellement plus facile de s'occuper du client qui vous sollicite, qui vous dit « Hey, j'ai un besoin ». Donc on va à la facilité. On s'occupe des affaires chaudes, des devis, des demandes entrantes tout de suite. Et comme le cerveau est un peu feignant et on aime bien aller à la facilité, on se donne tout un tas de bonnes raisons de se dire « J'ai pas le temps de m'occuper des autres ». Et on se concentre à passer beaucoup de temps sur ceux qui sont là tout de suite. Alors, c'est une très bonne chose de s'occuper de ceux qui sont là. Mais il va falloir aussi s'organiser pour s'occuper des autres. Et ça, on le verra tout à l'heure. Donc, les clients s'endorment. Pourquoi? Parce que les commerciaux ne s'en occupent pas, ou les dirigeants, quand on fait soi-même son commerce, ne s'en occupent pas, on oublie de se parler. Il y a, en clair, une perte de lien avec la marque. C'est
ce qui va engendrer, dans la majorité des cas, la base dormante. Les conséquences de ça, bah, c'est très clair, hein. Perte de chiffre d'affaires potentiel, parce que vous êtes assis sur une mine d'or, je le redis, quand on parle de vos clients dormants, on va bien différencier les clients et les prospects inexploités, mais les clients dormants, ce sont des gens qui vous ont fait confiance, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est des gens qui vous ont déjà acheté. Donc en fait, ils ont déjà validé le fait que, ok, avec vous, je peux travailler. Alors, sauf si, et je vous donnerai la parole juste après, sauf si éventuellement, ils n'ont pas été satisfaits de la prestation qu'ils ont consommée, auquel cas c'est logique qu'ils ne reviennent pas consommer. Mais, vous savez, un prospect, on doit le convaincre. On doit aller gagner, chercher sa confiance. On doit lui convaincre de la pertinence, de la qualité de notre produit et de notre service. On doit mettre une énergie folle pour tout ça. Le client dormant, lui, il n'y a pas besoin, il est déjà convaincu, il a consommé. Il sait déjà que ça le fait. Vous voyez déjà le niveau d'intention, le niveau d'effort différenciant entre les deux. Je vous écoutais. Oui. Ouais. Ouais. Et ce sont les équipes qui vont être plutôt dans le suivi, Exploitation, quoi. voilà, dans le suivi, Ouais. qui vont aller travailler sur cette base déjà existante. Alors ça, c'est des... Difficulté en interne, c'est-à-dire oui, ça rentre pas dans le chiffre, vous connaissez déjà. C'est parfois un peu compliqué pour les commerciaux d'aller chercher des choses qui sont nouveaux pour ce mode de véhicule. Ouais. Alors, J'avais ma com que si j'allais trouver. ouais. C'est pour ça que je dis que ce n'était pas totalement la faute des commerciaux non plus. Parce que quelle est la pression de la direction commerciale sur les commerciaux? Si la pression, c'est aller chercher des nouveaux clients, si le P-plan, le système de rémunération, c'est il y a du bonus, il y a plus d'avantages à aller chercher des nouveaux, ben, le commercial, il est comme tout le monde. Hein. Il va aller à la facilité, il dit là, j'ai de l'argent à prendre plus facilement, plus rapidement, ok, ben, je vais là. Et c'est le danger d'un P-plan et d'une structure commerciale. Alors, ce que vous décrivez, c'est une organisation qu'on retrouve beaucoup dans des entreprises déjà qui commencent à avoir une certaine taille, beaucoup dans les entreprises du digital aujourd'hui qui proposent des solutions en SaaS, puisqu'ils ont découpé le process commercial. Moi, personnellement, je suis contre. Mais c'est-à-dire qu'ils ont des commerciaux, ce qu'ils appellent des BDR ou des SDR. Donc, c'est des termes très techniques, c'est des sales développement représentatifs. J'adore le marketing et les anglicismes, vous allez comprendre. En gros, c'est des chasseurs, c'est des commerciaux qui sont là juste pour la conquête. Eux, ils arrivent, ils viennent chercher du nouveau prospect, ils font des rendez-vous et quand ça y est, c'est signé, bam, ils passent le relais à l'équipe d'après. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des CMS, un autre mot que j'adore, Customer Management Success. Donc, eux, ce sont des commerciaux aussi, mais qui sont là juste pour entretenir la relation, faire en sorte que le client il soit bien, qu'on s'occupe de lui et qu'il consomme correctement le produit. Et là, on parle des clients actuels. Là, on parle de clients actifs. Voilà, on parle de clients actifs. Mais du coup, une fois que les clients ont consommé et qu'ils ne sollicitent plus le Customer Success Management, bien souvent, ils finissent par atterrir dans la base dormante. Et là, plus personne s'en occupe. Parce que les BDR et SDR, ils sont en chasse, donc ils vont chercher du nouveau. Les autres s'occupent de ceux qui sont actifs là. Et on retrouve la même structure finalement et la même problématique que quand on a un commercial qui doit tout gérer. Moi, je suis convaincu que le commercial doit gérer le process commercial de A à Z. Je vais chercher mon client, je le signe, je suis son dossier, je le livre, je m'assure que la livraison se passe bien et je continue à garder la relation après pour le faire recommander. Ça, c'est ma conviction personnelle. Maintenant, si ça suffisait à convaincre tout le monde, j'aurais pas de travail et ce serait dommage pour moi. Les clients dormants, ça devient des cibles pour la concurrence. Après. Ben, on y viendra. C'est un des constats terribles, c'est qu'en fait, c'est ça. On est sur les conséquences. Moi, je Ouais. le vois comme ça. Donc les conséquences, effectivement, chaque client non relancé, c'est ce qui est écrit là, oui, alors tu le soulignes, mais chaque client non relancé fait un concurrent heureux. Hier, j'animais une session de phoning dans des équipes de vente dans mon ancien milieu, l'automobile, pour préparer des ventes privées. Et donc, on faisait ça pour les agents, donc les garagistes locaux. Ils ont plus de mal à rentrer dans la démarche parce qu'ils sont, en général, ce sont des patrons de TPE, les garagistes locaux, comme il peut y en avoir à Montlouis. Hein. C'est des équipes de 8-10 personnes. Ils n'ont pas de commercial en direct, c'est le commercial de la concession qui s'occupe d'eux. Et en fait, eux, ils travaillent beaucoup leur fidélisation et la manière dont ils entretiennent la relation avec leurs clients tant qu'ils les voient. Et en général, ça marche, mais du coup, ils ne s'occupent pas du tout de rappeler leurs clients, de les relancer. Ben, ce que je leur ai dit,
C'est exactement ce qui est écrit là. Je dis chaque fois que vous ne parlez pas à vos clients, chaque fois que vous ne leur parlez pas, dites-vous qu'il y a des gens qui s'en occupent à votre place. Et ces gens-là, c'est tous vos concurrents. Si dans le lot, il suffit qu'il y en ait seulement que 2-3 concurrents qui sont un peu affûtés, qui se disent « Ok, nous, on va aller chercher aussi du nouveau », et comme de toute façon, tout le monde est focus sur aller chercher du nouveau, ben, même les clients fidèles, quand on ne leur parle pas, un jour ou l'autre, ils peuvent s'en aller. Une phrase, pour le coup, qui est très vraie, « Loin des yeux, loin du cœur ». Là, pour le coup, ça fonctionne totalement et ça fonctionne aussi en commerce. Loin de la relation, loin du concurrent. C'est très clair. Et je vais faire une petite aparté. C'est un collègue, quand j'étais en automobile, on était en formation et un jour, il me dit, et ça marche de la même manière, c'est pour ça que j'aime beaucoup les analogies, je parle de ma femme, je venais d'être papa pour la 2e fois, j'étais très heureux, et il me dit, ta femme, tu l'aimes ? Ouais, évidemment, ouais. Il dit, est-ce que tu lui dis que tu l'aimes ? Ça me fait réagir un petit peu. Je me dis, mais ouais, peut-être pas tant que ça en fait, mais elle le sait, je lui montre, je lui prouve. Je dis, oui, mais est-ce que tu lui dis ? Je suis pas sûr, pas tant que ça peut-être en fait. Il me dit, parce qu'en fait, quand tu oublies de lui dire tous les jours, au bureau, au sport, au supermarché, il y a peut-être un mec qui la croise tous les jours et qui lui dit qu'elle lui plaît. Donc le risque, à force de ne plus lui dire, lui montrer mon intention, c'est peut-être qu'elle va se laisser séduire par un autre. Ça marche de la même manière avec vos clients. Si vous arrêtez de leur dire que vous avez besoin d'eux, que vous aimez avoir des relations avec eux, si vous n'allez pas les voir, un jour ou l'autre, le concurrent qui lui va y aller 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, au bout d'un moment, même avec la meilleure des fidélités, même avec la meilleure des satisfactions, va peut-être craquer. Un accident, dans un premier temps. Et l'accident peut devenir dangereux. Les conséquences, c'est aussi que le coût d'acquisition va exploser parce qu'effectivement, quand on mise tout sur l'acquisition de nouveaux clients, on va dépenser énormément d'énergie pour faire du marketing, des opérations commerciales, faire venir des nouveaux prospects, réussir à les traiter, 1 rendez-vous, 2 rendez-vous, on va faire de la remise parce qu'en général, quand on veut acquérir un nouveau client, on est plus enclin à lâcher un peu plus de remise en se disant « Ouais, mais ça me fait un client de plus, donc demain, après, derrière, je vais me redorer, je refais de la marge. » Donc tout ça, coût d'acquisition qui explose. Manque de régularité dans le chiffre d'affaires également. Pourquoi ? Parce que vos clients réguliers, c'est assez facile de les réactiver, on le verra tout à l'heure, donc vous pouvez lisser votre chiffre d'affaires beaucoup plus facilement qu'avec des prospects. Vous le maîtrisez beaucoup moins, la linéarité de votre chiffre d'affaires avec les prospects. Et puis, la conséquence, c'est une perte d'image. Et la conséquence, c'est aussi nos croyances. Qu'est-ce qu'on va penser ? S'il ne m'appelle pas, c'est qu'il ne me considère plus. Moi, c'est terrible, je vois les commerciaux me dire ça. Non, mais il ne m'appelle pas, c'est qu'il n'a pas de besoin. Mais ton prospect, enfin ton client dormant là, il se dit la même chose. S'il ne m'appelle pas, c'est qu'en fait, il n'en a plus rien à faire de moi. Il a pris sa commande, il s'est barré, terminé. Et ça, c'est vraiment un constat terrible. Donc, comme je disais, loin des yeux, loin du cœur, ce n'est pas votre base qui s'endort, c'est votre relation avec vos clients. Et maintenir cette relation, c'est de l'ordre de votre responsabilité. Ce n'est pas à vos clients de vous ressolliciter naturellement. C'est très bien si ça se passe comme ça. C'est très bien quand on arrive à avoir une mécanique qui fait que les clients vous ressollicitent. Mais en général, ils ne le font pas naturellement. Ils le font parce que dans les entreprises où les clients reviennent, c'est parce que justement, il y a de la relation, il y a un fil conducteur. Il y a quelque chose qui continue. Alors le constat, c'est pourquoi est-ce qu'une base s'endort ? Oui, c'est moi, endormi à dimanche après-midi dans mon canapé. Pourquoi une base client s'endort d'après vous ? Normalement, vous devriez avoir des idées avec tout ce qu'on s'est dit. Parce que chez vos clients, il peut y avoir un changement dans le management décisionnaire. Donc même vos clients fidèles qui avaient l'habitude de consommer avec vous parce que ça se passe bien, un jour, il y a un nouveau manager, un nouveau chef de service. Comme il arrive, il a un besoin de prouver qu'il va changer des choses et mettre des choses en place, donc il va peut-être tout foutre en l'air chez les fournisseurs habituels, et vous êtes dans les fournisseurs habituels, et bim, il en fait rentrer un nouveau à votre place. Mais comme vous ne leur parlez pas, vous ne le voyez pas, vous ne vous rendez pas compte, et éventuellement, si vous analysez votre journal des ventes en fin d'année, vous dites « Ah, moi, c'est bizarre, d'habitude, lui, il commandait tous les ans, et là, il ne commande plus », c'est que déjà, vous êtes sur un bon niveau, si vous faites ça, mais comme en général, ce n'est pas fait, il reste là, et puis il vient s'endormir, s'ancrer dans un fichier commercial
bien au fond. Un déménagement. Base dormante, ça peut être simplement un déménagement d'entreprise, un changement de structuration. Fermeture, là c'est un client qui s'endort définitivement, évidemment, il ne risque plus de consommer. Ça peut être aussi pour des raisons d'internalisation de votre service ou de votre produit. Il peut y avoir des entreprises qui disent, voilà, jusqu'à présent, j'ai fait travailler un prestataire sur de la com, sur la fourniture d'un sous-traitant pour me fournir tel matériau qui va me servir à faire mon business. Et puis, à un moment donné, l'entreprise peut décider de dire, nous, on va internaliser, on va le faire nous-mêmes. Donc, du coup, vous sortez de là en tant que fournisseur. Mais ça peut ne pas être définitif. On peut garder quand même du chiffre d'affaires, peut-être, avec ce client-là. Et puis, ça peut être à cause d'une baisse des ressources du client. Vous savez, quand il y a... Valérie, ça va te parler, je crois. Quand il y a des événements extérieurs comme le Covid, par exemple, qui tend un peu le marché, où tous les budgets baissent, on fait des coupes dans son budget et on arrête de faire travailler un fournisseur. Souvent, dans des cas comme ça, la com est un peu les premiers à se faire taper, alors que c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. Au contraire, dans un moment de tension, communiquez plus. Faites savoir que vous êtes là. Donc voilà, une baisse des ressources du client, il a moins de moyens, il se dit je vais faire des choix, je vais arbitrer dans mon entreprise en tant que bon patron, et donc je vais faire un choix, ce fournisseur-là qui est, j'estime peut-être pas essentiel, ou je vais peut-être essayer d'aller en chercher un moins cher. Moins cher, ça voudra sûrement dire aussi dégrader la qualité du produit ou du service, mais à un moment donné, les sous c'est les sous, si je les ai plus, je vais tenter quelque chose. Donc voilà, ça sont des raisons qui font qu'une base peut s'endormir. Mais il y en a d'autres. Et les raisons principales pour moi, c'est surtout le manque de rythme dans la relation commerciale. Il n'y a pas de plan de contact, pas de lien. Comme je vous disais, c'est votre relation qui s'endort et que c'est de votre responsabilité. C'est là où vraiment notre responsabilité, elle est importante. On arrête de se parler. Si on arrête de se parler à un moment donné, si on n'a pas un plan structuré, organisé, et je vais vous donner des conseils pour organiser ce plan, on finit par ne plus y aller parce qu'on a des priorités, parce qu'on s'occupe d'abord du client chaud qui veut un devis tout de suite, ou du client qu'on vient de livrer mais il y a un problème et donc il faut aller tout de suite traiter le SAV. On se donne toutes les bonnes raisons du monde de ne pas s'en occuper. Une absence de contenu pertinent. On ne parle que quand on veut vendre. Ça aussi, ça c'est une vraie raison de départ. La désorganisation du CRM. Je précise, quand il y en a un CRM, logiciel de gestion de la relation client, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc moi je préconise à toutes les entreprises, quel que soit leur format, leur taille, d'avoir un CRM. Il existe des solutions gratuites. Arrêtez avec les fichiers Excel dans un coin en disant ça me suffit. Ça c'est stop, c'est trop archaïque, ça ne marche pas. On ne peut pas s'occuper d'une base dormante avec un fichier Excel, c'est compliqué. C'est très très compliqué. On s'en rend beaucoup moins compte. Et puis la désorganisation du CRM, c'est aussi les données qui sont vieillies, maltraitées, mal triées, non qualifiées. Une base de données à jour n'existe pas. Votre fichier commercial ne sera jamais 100% à jour. Pour toutes les raisons qu'on a dit avant, parce qu'il y a des changements dans la direction, des changements de numéro de téléphone, des déménagements, enfin c'est la vie quoi. Vos clients y vivent, donc quand vous avez 1000 lignes, vous pensez vraiment que vous êtes capable d'avoir en temps réel à jour vos 1000 lignes? Non, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un plan commercial structuré aussi pour pouvoir s'assurer de requalifier la base et d'avoir toujours les bonnes données pour aller les contacter. Un mauvais alignement entre le marketing et les ventes. Les messages ne suivent pas la relation. Donc c'est-à-dire que si le marketing communique sur des valeurs, sur quelque chose, mais que derrière les équipes commerciales ne mettent pas en place ce qui a été dit, il y a un désalignement, les clients finiront par arrêter de consommer également. Et puis les croyances limitantes. S'il n'a pas répondu, c'est qu'il n'est pas intéressé. Là, on est sur les clients inexploités. Les devis Ouais, voilà, les devis inexploités. Là, ça concerne un peu plus les devis inexploités, des prospects. S'il n'a pas répondu, s'il n'a pas rappelé, c'est qu'il n'était pas intéressé. Là aussi, c'est une grosse erreur. C'est, encore une fois, c'est pas parce que le client n'a pas répondu. Dites-vous une chose, c'est que le prospect, vous n'êtes peut-être pas sa priorité dans sa vie. Si vous ne répondez pas, c'est peut-être qu'il a plein d'autres choses qui sont prioritaires dans sa vie et dans son entreprise à lui. Et que vous, si vous êtes qu'un fournisseur secondaire et non stratégique, si vous ne vous rappelez pas pour dire « Ok, ton devis me plaît », c'est pas parce que votre devis ne lui plaît pas, c'est peut-être simplement parce qu'il n'a pas le temps de s'en occuper et que ce n'est pas une priorité. Je vais prendre là aussi 2 minutes pour une anecdote terrible que j'ai vécue moi dans l'automobile avec un de mes vendeurs. Un très bon vendeur en plus. Il y a une très belle relation client. Il vendait avec des belles marges, des offres complètes, vraiment un très bon vendeur.
Et comme je disais, dans l'automobile, tout est très processé. Donc moi, en tant que directeur commercial, je recevais de temps en temps des commentaires sur des relances de vie faites par le marketing national. C'est-à-dire qu'ils relançaient des offres qui étaient laissées un petit peu dans le vide. Ils faisaient ce que mes vendeurs auraient dû faire. Et on recevait ça en tant que directeur commercial avec les commentaires. Et donc je reçois le devis avec les commentaires d'un prospect de ce vendeur qui dit texto, j'hésitais entre la Citroën et la Renault, j'étais chez Renault, et j'ai pris la Citroën parce que le vendeur m'a rappelé, il m'a refait reproposer un essai. Je fulmine un petit peu, j'appelle mon vendeur, je dis, viens me voir, écoute, est-ce que ça te parle, monsieur Untel? Il me dit, ouais, machin. Je dis, tu te sentais bien? Ouais. Je dis, tu penses que tu vas signer? Il me dit, ouais, mais de toute façon, s'il est intéressé, il me rappellera. Il me le dit comme ça, très spontanément. S'il est intéressé, il me rappellera. Qu'il me dit. Là, je tourne l'écran et je lui montre le verbatim. Je dis, comment tu peux m'expliquer ça? Ce prospect, je l'ai rappelé tellement j'y croyais pas. Je l'ai rappelé moi-même, il me l'a dit au téléphone. Il m'a dit, votre commercial était génial. J'hésitais vraiment entre le Scénic et le Picasso. Et sincèrement, je pense que s'il m'avait rappelé, j'ai acheté le Scénic parce que j'avais une préférence. Hein? On est d'accord, hein? En tant que Dirco, je respire, je suis en manager, je ne peux pas m'énerver. Tu te rends compte quand même que c'est ces choses que tu as fait là. Voilà. Donc je le manage, mais le constat, il est terrible. Et il est là. Et c'est la réalité, c'est ce qui se passe partout. Alors, comment éviter que votre base s'endorme? Créer du lien régulier. Donc, il y a des outils pour ça. La newsletter, c'est vrai qu'on en voit beaucoup. Mais en fait, la newsletter, ce n'est qu'un prétexte pour garder du lien avec les prospects et les clients. Pourquoi, dès lors que vous avez mis vos coordonnées sur un site pour demander de l'information ou autre, vous êtes enregistré dans la base de données de la newsletter et on commence à vous l'envoyer d'après vous? Vous savez, après, quand vous désinscrivez, il y a le petit lien avec les choix multiples où des fois, vous pouvez dire « j'ai jamais demandé à être abonné à cette newsletter ». Alors moi, je clique dessus et c'est ce que je dis. Je dis « mais en fait, je ne leur veux pas parce que la newsletter, au moins, je me dis, ils font le travail. Ils se sont dit, on a eu un contact avec un prospect potentiel un jour, on va garder le lien avec lui. » Donc la newsletter est un très bon outil pour garder et créer du lien régulier. Créer des automatisations conversationnelles. Ouais. Du coup, il y a un timing. Est-ce que à quelle régularité c'est bien de le faire Alors, c'est des questions qui sont toujours sensibles parce que je vais faire une réponse un peu de normand, ça va dépendre du business model, de l'entreprise, de plusieurs paramètres. Mais en règle générale, effectivement, il ne faut pas qu'elle soit trop régulière et trop rapide. Et moi, je pense que une par mois ou tous les 2 mois, dans 90% des cas, c'est très très bien. Parce qu'en fait, la newsletter, si vous en envoyez trop d'informations, vous faites l'effet inverse. Très rapidement, le prospect dit « oh, c'est bon, ça me gonfle, ça dégage ». Alors, je vais donner une data aussi sur la partie newsletter et les emails marketing. 80% des gens ne se désinscrivent pas. Vous savez pourquoi? Pour le simple principe du au cas où. On ne sait jamais, un jour peut-être j'aurai besoin. Peut-être un jour l'offre sera canon et ça tombera pile au moment où j'ai besoin. Donc même si ça m'embête un peu de recevoir tous ces mails, tout ça. Ouais, la peur de passer à côté. Voilà, le fameux FOMO en marketing. La peur de passer à côté, ça fait que les emails marketing et les newsletters, on s'en désabonne quasiment jamais. La plupart des gens en tout cas. Donc n'ayez pas peur d'envoyer de la newsletter, de l'emailing marketing. L'automatisation conversationnelle. Alors, ça pourrait être un vrai sujet complet, je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus, mais aujourd'hui il y a des outils formidables comme l'IA, il y a des gens qui font des agents IA, et en fait ça peut vous aider à garder la relation avec vos clients. Vous pouvez mettre en place des process d'automatisation conversationnelle, et je dis bien conversationnelle, parce qu'en fait on ne va pas aller faire du marketing pour le coup, c'est-à-dire on ne va pas propulser des offres, on va juste avoir de la relation, de la discussion. On va envoyer de la valeur ajoutée dans l'automatisation conversationnelle. Tiens, aujourd'hui, j'ai une ressource que je te propose. En fait, on va faire un petit peu ce qu'on fait dans la newsletter, mais sur un format un peu plus direct, un peu plus vraiment en one-to-one. Que la newsletter, on sait bien que c'est adressé à une base. Envoyer des messages personnalisés ou créer des contacts, des contenus utiles quand vous communiquez sur les réseaux. Parce que communiquer sur les réseaux, c'est aussi un moyen de garder le lien avec ses clients et sa base. Tu as dit tout à l'heure que j'étais influenceur sur LinkedIn. Je ne crois pas être influenceur. Par contre, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, en 5 ans, je suis passé de 1500 à 13 000 abonnés et pourquoi aujourd'hui je publie tous les jours sur LinkedIn. Parce qu'en fait, je garde un contact inconscient et indolore avec une énorme base de prospects potentiels et de clients dormants.
parce que je les vois venir réinteragir sur des contenus utiles régulièrement. Donc, je reste dans leur tête, ce qui fait que le jour où il y a un besoin, je reçois un message privé qui me dit « Tiens, en fait, j'aimerais bien qu'on parle de développement commercial. » Jackpot. Mais c'est du travail, c'est pas juste publier pour publier. Je fais du contenu utile parce que je donne de la valeur à mes prospects, à mes clients, gratuitement, pour que le jour où le besoin il soit réellement là, eh bien, ça déclenche. Et ça déclenche vers moi. Parce que sinon, le jour où le besoin il est réellement là, ils m'ont oublié. Et même si j'étais extrêmement talentueux le jour où je les ai rencontrés, peu importe, loin des yeux, loin du cœur, je te rappelle. C'est sans appel. Hop. Alors, pour travailler et éviter sa base dormante, segmentez intelligemment votre base client et prospect sur la base d'une matrice ABC. Alors, qu'est-ce que c'est que la matrice ABC? Vous allez choisir 3 critères. Le premier, le chiffre d'affaires réalisé. Ça, pour pouvoir le travailler, vous travaillez sur votre panier moyen. Si vous ne savez pas comment calculer un panier moyen, ça peut être très très facile à faire. Vous prenez le nombre de clients actifs que vous avez, le chiffre d'affaires que vous avez fait à l'année, vous le divisez par le nombre de clients, vous avez un panier moyen. Il y a des méthodologies un peu plus affinées en fonction des offres, et si vous proposez différentes offres avec des pricing tellement différents, vous pouvez le découper par clients selon les offres consommées. Mais dans tous les cas, la méthode, c'est sur l'offre direction commerciale, j'ai 3 clients à l'année, je facture tant, je divise, j'ai mon panier moyen sur chaque client. Voilà. Donc vous segmentez par catégorie de chiffre d'affaires très intéressant, chiffre d'affaires intéressant mais qui ne nécessite pas d'y mettre une grosse intention, et chiffre d'affaires très ponctuel. Tu parles de chiffre d'affaires ou de potentiel? Parce qu'en fonction de tes parts de marché, si ouais, tu as alors, un chiffre de chiffre d'affaires réalisé ou que... de chiffre d'affaires réalisé, mais quand vous êtes sur du client existant qui a déjà consommé, qu'il consomme ou qu'il ne consomme plus, vous le mettez dans la catégorie où il a consommé. Mais quand c'est des clients des bases inexploitées, c'est-à-dire des devis, des leads, des gens entrants à qui on n'a jamais travaillé, on n'a pas de chiffre d'affaires à calculer, donc on va calculer sur du potentiel de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'est-ce que j'avais proposé comme offre, est-ce que j'avais proposé une offre à 10 000 ou une offre à 1000, et pareil, par catégorie, comme ça je veux pouvoir faire un calcul relativement rapide et avoir mon panier moyen. Après, ça dépend aussi des bonnes connaissances de ton client, tu vois, dans une activité de service. Ouais. Tu parles de l'automobile par exemple. Ouais. Si tu as vendu ton leasing ou tu as vendu ta voiture, tu as 100% de ton chiffre, enfin tu as 100% de ta part de marché, il ne va pas en acheter 50 000 a priori des voitures. Dans le service, ouais. Finalement, moi dans l'intérim, je ne sais pas si mon client a 10 intérimaires, j'en ai 4, bon bah en fait j'ai un potentiel quand même qui est énorme derrière. Ouais. Alors, dans l'automobile, par rapport à ce que tu dis, il y a des gens qui changent de voiture tous les 10 ans, il y en a d'autres qui changent tous les 2 ans. Oui, ça. Donc, en fait, tu vas choisir les critères de segmentation aussi en fonction de ton produit, du cycle de vie du produit et de la manière dont il consomme. Mais dans l'idée, c'est faire des catégories et une matrice à double entrée. Pour ça, je dirais, on a le chiffre d'affaires sur le potentiel que sur le chiffre que tu fais. C'est ça. On a hop, je reviens. Donc, sur la matrice ABC. Donc, on classe en 3 catégories le chiffre d'affaires par potentiel, par importance de chiffre d'affaires. Et après, sur une autre, sur la verticale, on va à nouveau les classer par catégorie sur le besoin de relation. C'est-à-dire que vous allez doser le besoin de relation. Les clients à fort potentiel, vous allez noter de les voir par exemple tous les mois, tous les 2 mois, je ne sais pas, d'avoir un contact avec eux à cette fréquence-là. Les clients à beaucoup plus petit potentiel, vous allez dire, bon, bah, s'il y a un contact par an, par exemple, ça suffira. Et donc, vous créez vos 3 catégories comme ça de chaque côté. Et dans cette segmentation, ça vous permet après de dimensionner et de structurer votre plan de contact, votre plan de lien, et justement de doser votre effort en fonction du potentiel. Fort potentiel, je vais te voir tous les mois ou tous les 2 mois. Je vais te voir physiquement ou je vais t'appeler. Petit potentiel, je vais te voir physiquement ou je vais t'appeler qu'une fois peut-être par an. Par contre, je vais organiser ça. Je vais le taguer dans mon CRM. Je vais taguer donc avec la fréquence de contact chacun de mes clients et prospects dans mon CRM. Et donc, ça veut dire qu'une fois que j'aurai défini la fréquence de contact, en fonction du tag et de la catégorie dans laquelle le prospect ou le client dormant il est, je vais m'organiser et m'imposer d'avoir ces contacts réguliers. Tous les clients n'ont pas le même besoin de rythme de contact. Et ça va, en partie, ça fait écho avec à quelle fréquence on doit mettre la newsletter. Donc ça permet en fait surtout d'avoir une structure et de savoir où est-ce que je dois doser l'effort. Parce que quand on a 1000, 2000, 3000 clients dormants, ou en 3000, on va dire
contacts dans la base dormante, on ne peut pas aller voir les 3000 à la même fréquence. On va se tuer, c'est impossible. Ou alors il faudrait des ressources complètement démentielles. Donc on va essayer d'optimiser la relation en mettant les bonnes priorités au bon endroit. Et cette matrice-là, ça c'est quelque chose que vous retrouvez très facilement. C'est vrai que j'ai pas mis d'illustration, mais si vous tapez matrice ABC sur Internet, vous allez avoir des tutos, vous allez trouver très très facilement comment vraiment aller plus loin. Et puis si vous le souhaitez, je peux aussi vous accompagner à travailler votre matrice ABC pour pouvoir processer votre journal des contacts. Donc trier par importance de ça à réaliser, par importance de ça à futur, définir les rythmes de contact et créer cette matrice et les taguer, comme je vous disais, dans votre base de données, dans votre CRM, ce qui fait que du coup vous passez de quelque chose d'un petit peu amateur au olé où dit tiens, lui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé, je vais l'appeler, à quelque chose de très industriel et très processé. Hop. Et vous mettez en place un calendrier relationnel et mettez en place ce qu'on appelle dans le commerce des appels gratuits. Ça, c'est une pépite, l'appel gratuit. Ça parle à quelqu'un, l'appel gratuit? Non. L'appel gratuit, c'est justement faire l'inverse de ce que fait un vendeur. Je suis commercial, quand j'appelle mon client, c'est parce que je veux lui vendre quelque chose. Et si j'appelais mon client juste simplement pour savoir comment il va? Appel sans aucune intention commerciale. C'est ça l'appel gratuit. J'appelle simplement pour prendre la température, ou je passe. Je suis sur la route, il y a un prospect qui est sur ma route de retour, je reviens d'un rendez-vous client, pardon, pas un prospect, j'ai un de mes clients qui est sur la route du retour, même si en ce moment il n'a pas consommé, je prends 3 minutes, je m'arrête. Salut, ça va en ce moment ton business? Ouais, je sais, t'as pas le temps, mais t'inquiète, je suis passé juste, je voulais voir si ça va. Quand vous faites ça, vous montrez de la reconnaissance à des clients qui n'achètent pas ou qui n'achètent plus, et cette reconnaissance, c'est un effet waouh. Parce qu'ils ne s'attendent pas à ça, justement, en plus. Et comme vous allez être parmi les seuls à le faire, l'effet, il est renforcé. Parce que ça va faire écho avec tous ces autres fournisseurs qui, eux, ne le font pas. L'appel gratuit, c'est vraiment une pépite pour activer de la base dormante. Et je fais rapidement parce que je vois qu'on avance, il est moins 20 déjà. Je reparle du Covid. À l'époque, j'étais encore salarié. J'étais dans une boutique de location longue durée de véhicules. Et comme les locations longue durée dans certains domaines sont considérées comme essentielles, notamment pour les ambulances ou autres, nous on est ouvert, on est essentiel, on continue à tourner. On ne se ferme pas, tous mes concurrents ferment. La direction commerciale dit vous allez appeler tous vos clients pour simplement savoir comment ils vont. Vous passez pas de commande, rien. De toute façon, ils sont à l'arrêt, donc les voitures sont à l'arrêt. Ils vont pas. Et puis on ne peut pas livrer, donc c'est pas grave. Mais vous les appelez, s'il vous plaît, vous les appelez tous et vous allez leur demander comment ils vont. Eh bien, avril 2020, j'ai fait mon meilleur mois chez ALD. J'ai explosé les compteurs juste parce que j'ai appelé mes clients en leur demandant comment ça va chez toi. Comment ça va? Parce que c'est une galère ce truc. Donc ça, c'est vraiment une pépite. Imposer des appels gratuits sur la base de votre structure, une fois que vous avez mis en place votre matrice ABC, pas au hasard encore une fois. Et former les commerciaux à la relance positive. Je ne te relance pas, je prends juste des nouvelles. Voilà, la relance positive, c'est les appels gratuits. Et alors maintenant, bon, comme on n'a pas fait ça forcément en amont, parce que là, ce que je vous ai donné, c'est comment éviter que votre base s'endorme, mais comme ça, c'est ce que vous ferez à partir de maintenant pour plus avoir une base dormante, mais comme de facto, vous en êtes déjà là avec une partie de base dormante, comment on fait pour aller les chercher, ceux qui se sont endormis? Comment on les réveille? Comme je disais, privilégier les appels gratuits. Surtout pas réactiver un client en lui disant « Salut, est-ce que tu as un besoin ?» Beaucoup trop direct. C'est exactement comme le démarchage direct. Ça fait X mois qu'on n'a pas travaillé ensemble. Ouais, voilà. J'ai pas reçu de commande. C'est ça. Alors ça, c'est non, ouais. Je constate qu'on bossait bien avant ensemble, mais là on bosse plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas mal, mais c'est déjà trop direct. Encore une fois, de l'appel gratuit. Allô, comment allez-vous? Ça fait longtemps que j'ai pas eu de vos nouvelles. Comment se porte votre entreprise? Parlez d'une actualité, trouver un prétexte pour rentrer dans la conversation, parce que le besoin va se redéclencher naturellement. Je rappelle que c'est dans la base dormante, si c'est un client dormant, c'est quelqu'un qui vous a déjà fait confiance. Donc le simple fait de lui montrer de l'intention, de l'attention, de la reconnaissance et de l'appeler, s'il y a effectivement un projet, bim, ça va redéclencher. J'ai une méthode sinon en 4 étapes. Donc identifier les bons dormeurs, les plus récents, les plus rentables, les plus engageants. Encore une fois, vous l'avez fait avec votre matrice ABC tout à l'heure. Nettoyer la base avant d'agir. Effectivement, une base à jour, c'est important. Donc tous ceux qui ont fermé, ont déménagé, avec qui vous n'allez plus pouvoir faire du business, ceux-là, vous les retirez clairement de votre base. Ça ne sert à rien de les garder. Ça ne sert à rien.
Ensuite, créer un message percutant de reconnexion émotionnelle. On a partagé ça ensemble, par exemple. Vous voyez, vous repartez d'une histoire de quelque chose que vous avez vécu. Tiens, on avait fait ça. Quand on a eu besoin de bosser ensemble, il s'était passé ça. Ou apporter de la valeur ajoutée gratuite. Une ressource. Pour reprendre contact, redonner une ressource gratuitement. Tiens, vous avez consommé ça et on a une mise à jour sur le logiciel, on a un nouveau process, une nouvelle manière de l'utiliser. Donner de la valeur gratuite, c'est un très bon moyen de reprendre contact avec un prospect ou avec un client dormant. Et faites-le avec un appel à l'action conversationnel. On en parle autour d'un café. Vous les voyez des fois ces messages sur les réseaux sociaux. Ça devient un petit peu à la mode. Mais parce qu'en fait, c'est du conversationnel et que c'est le meilleur moyen de revenir en contact sans mettre la pression. On prend 2 minutes pour en parler. Voilà. Et vous pouvez aussi, sinon, relancer avec des séquences. Si vous avez une base très conséquente et que vous n'avez pas les ressources pour les appeler tous, vous pouvez mettre en place du marketing relationnel, toujours sur le même principe. Le premier message, c'est un message purement humain. Le deuxième message, ça va être un message avec dans lequel on va donner du contenu et de la valeur. Et seulement au troisième message, on va commencer à passer à l'action et à réengager par les produits et par les consommations. Hop. Ah, pourquoi ce slide il est 2 fois? Et ben voilà, on arrive, j'ai rattrapé le temps perdu. On en arrive à la conclusion. Donc la conclusion, c'est qu'une base dormante, c'est du chiffre d'affaires endormi. Relancer vos clients, c'est valoriser votre relation avec eux et c'est aller renforcer cette relation, faire en sorte que c'est avec vous qu'ils vont consommer. Je le redis encore une fois, il suffit d'un simple bonjour, un simple message conversationnel pour maintenir de la relation. Et ça, c'est quelque chose que je pratique personnellement. Quand je m'arrête chez un prospect ou chez un client, un ancien client, juste pour lui dire bonjour, comment ça va dans ta boîte en ce moment, ça a un effet waouh, parce qu'en fait, on se sent important et reconnu par notre fournisseur. Et en l'occurrence, je terminerai là-dessus dans ma conclusion, vous savez, cette fameuse personne, lors de ma première intervention, qui est venue me voir, qui m'a parlé de prospection, j'ai bossé avec lui, on a fait affaire, ça a fonctionné, j'ai fait une formation et un peu de coaching de ses équipes. C'était en 2022, puisque c'était décembre 2021 ma première intervention. Donc en début d'année 2022, je bosse avec lui, et puis bon, hop, il y a son entreprise vit, il y a des évolutions, des choses qui se passent, qui fait que on ne rebosse pas tout de suite ensemble, on se projette un petit peu, mais pour différentes raisons, ça ne se fait pas. J'ai continué à l'appeler de temps en temps, ou à m'arrêter, passer le voir quand je passais pas très loin. Et puis début septembre, je suis repassé le voir. Je lui ai parlé de rien, de quelque chose qui n'a rien à voir avec son business. Il se trouve que je suis vice-président d'une association, on montait un événement en octobre. Je lui ai parlé de cet événement, je lui ai proposé de venir y assister, tout simplement. Et là, de lui-même, il me dit, alors je savais qu'il avait changé ses équipes commerciales, il y avait des nouveaux commerciaux, parce que j'avais gardé la relation avec lui. Mais je ne lui ai pas parlé de ses commerciaux, je ne lui ai pas parlé de ses petits jeunes. C'est des petits jeunes, je sais qu'il y aura un besoin en formation, je ne lui en ai pas parlé. J'ai dit, tiens, viens nous voir au DCF Award. Et là, de lui-même, par contre, oui, tu sais, tu te rappelles, on avait parlé de mes commerciaux et je pense que l'année prochaine, à début 2026, on va mettre en place un nouveau plan de formation. C'est QFD. J'ai du chiffre d'affaires sans être allé le chercher. Sur ma base dormante, en mettant très peu d'efforts. Voilà, donc c'en est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a encore un quart d'heure de questions-réponses. Hein. Voilà, par rapport à tout ce qui a été dit. Ouais. Oui. Alors oui, quelques exemples de CRM gratuits. Vous avez HubSpot qui est un des majors, enfin même le major du marché aujourd'hui, qui propose une version gratuite. Alors, la version gratuite est assez limitée, c'est un petit peu comme tous ces nouveaux outils sur Internet. Vous pouvez consommer en version freemium, mais en fait vous êtes très limité en termes de fonctionnalité et après très vite il faut passer sur la version payante pour avoir un package complet. Il y a Dolibar en open source, qui est un peu plus qu'un CRM, c'est un ERP complet. Donc ERP, c'est un logiciel de gestion d'entreprise globale. Donc on va gérer la production, le RH, on peut tout gérer dedans. Mais il y a de la fonctionnalité CRM et il est 100% gratuit, parce que c'est un open source, donc qui est fait en collaboratif. Comment tu dis?
Dolibar. D-O-L-I-B-A-2-R. Dolibar, moi personnellement, je trouve que son ergonomie est un peu limitée. Elle n'est pas très très moderne, mais en tout cas, il est gratuit, il est très complet, et même s'il y a quelques modules complémentaires qu'on peut acheter, la version gratuite, elle est vraiment... Les sujets en En open source. Ouais. Non, mais là, ouais, voilà, bon, Après, l'air... pour démarrer, c'est bien. Mais pour démarrer, c'est bien, voilà, ça permet d'avoir quelque chose, d'avoir un outil. Et puis après, bon, je ne les ai pas tous en tête parce que souvent on me pose la question, c'est quoi le bon CRM? Et je dis, mais en fait, le bon CRM, c'est celui qui correspond à vos besoins. Et comme les CRM sont tous un peu différents, ils n'ont pas la même ergonomie, ils n'ont pas tout à fait les mêmes fonctionnalités. Je veux dire, quand on est sur un business model dans la grande distribution, on a besoin de CRM avec des spécificités organisationnelles et structurelles bien techniques, parce que bosser en grande distribution, c'est pas la même chose que bosser en B2B direct avec un sous-traitant industriel. Donc les CRM, il y en a plusieurs. Je crois que celle-ci aussi propose, c'est un CRM français qui est plutôt ergonomique, et il me semble qu'il propose une version gratuite en première accessibilité aussi. Celle-ci, S-E-2-L-S-Y. Après, je pense qu'il y en a encore plein d'autres, mais les CRM, le mieux, c'est justement d'aller voir, les tester, les versions gratuites, regarder, pourquoi pas. Il n'y a même pas besoin de les télécharger, souvent c'est directement en ligne, donc vous vous inscrivez, vous faites un essai, vous regardez comment ça marche avant d'apporter votre base de données. Si vous voyez que ça prend bien, que la configuration est bonne, go. Après, c'est vrai qu'il y a souvent les utilisateurs de ce type de CRM qui vont toujours trouver le petit défaut qui va bien pour se rassurer parce qu'ils ne se forcent pas à aller sur le CRM et faire le job. Des fois, on va toujours trouver le petit truc, ouais, mais il n'est pas ergonomique, ouais, mais il est trop technique, ouais, mais il est trop simple. Enfin, il y a toujours un truc qui fait que, en fait, il ne va pas au CRM. Quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais alors... Mais ça, c'est... C'est la faute... Chef, je peux pas relancer, c'est la faute du CRM, il est pas ergonomique. Voilà. Ça, moi, c'était le discours de mes équipes commerciales tous les jours. Ah, mais chef, le CRM, il est relou, il est pas bien, il a ci, il a ça. Bon, en fait, c'est une histoire d'état d'esprit. Effectivement, on peut se donner toutes les excuses de ne pas faire, ou on peut se donner les raisons et les moyens de faire des choses. Un CRM parfait, il y a peu de chances que vous en trouviez. Donc, prenez un CRM qui corresponde à 80-90% à votre besoin, et tant pis s'il y a 10% de zone d'ombre ou de choses. Enfin, moi, j'utilise aujourd'hui un CRM qui m'est confié par mon réseau. C'est pas le meilleur du monde. Il est un peu archaïque en termes d'ergonomie, on dirait les années 80, mais c'est pas grave, il fait le job. Les fonctionnalités de base sont suffisantes, il fait le job, et moi, par contre, je suis tous les jours dessus. C'est une hygiène commerciale. J'ai mon CRM, le matin, je démarre ma journée de travail, je clique sur Internet, j'ouvre le CRM, je me connecte et je regarde ce que j'ai dedans. Pourquoi? Parce que comme j'ai programmé mes relances, je regarde quelles vont être mes relances du jour, notamment. Et donc, je structure et j'organise ma journée en me disant, OK, j'ai 5 anciens clients à rappeler. Et donc, je vais maintenir la relation. J'ai 3 prospects à relancer, des prospects qui m'ont fait faire des devis et que je vais essayer de réactiver. Et puis, j'ai 2 offres à traiter et j'ai un rendez-vous client. Et ma journée, elle est structurée dans mon CRM. Aujourd'hui, moi, j'ai rien laissé au hasard. Tout est structuré par mon CRM. Donc, le CRM, c'est un véritable outil. Mais je ne veux pas digresser parce que c'est un vrai sujet complet, le CRM, derrière. Ça mérite un... D'ailleurs, il y a déjà eu, je crois, des petits déjeuners sur le CRM. Pas aussi précis. Précisément. Ouais, mais ça pourrait être un vrai sujet parce que c'est complet. L'usage du CRM, il y a des grandes choses à dire dessus. Et c'est bien. Je crois que la première version payante, elle est à 29 € par mois. Ah, ça va, 29 € par mois pour ne pas oublier vos anciens clients et aller chercher du chiffre d'affaires avec. Je pense que ça vaut le coup de les investir quand même, quoi. Ah. Je me rends compte, alors, ça dépend des corps de métier, je pense. Oui. Ça dépend de l'activité. Oui. Je me rends compte que moi, il y a 20 ans de professionnalisme dans ma activité, 80% de mon job, ce sont d'anciens clients que j'ai su vraiment bien relancer. Et il y a 20% de nouveaux clients. Ouais. Et les 3 quarts, voire plus, ce sont des clients que j'ai su relancer avec efficacité. Ouais. Et ce que tu dis là, ta situation me semble assez logique. Quand le travail a été bien fait, effectivement, au bout d'un moment, on en arrive à travailler sur 80% de clients qu'on réactive. Et l'effort de prospection, il n'est pas plus de 10 ou 20% selon le business model qu'on a. Alors après, c'est vrai qu'il y a des fois, par exemple, quand on vend de la maison, on
retravailler avec les anciens clients. On sait qu'une maison, on la garde en moyenne 7 ans, des fois 10 ans, donc on va pas retravailler tout de suite avec les anciens clients, donc il y a un effort de prospection plus grand. Mais c'est pour ça que tu as raison, ça dépend de ton business model et du cycle de vente et de consommation de ton produit. La formation, on peut rapidement en reconsommer tous les ans. De la communication, c'est pareil, on a de la régularité. Il y a d'autres business où c'est un peu plus one shot. Mais globalement, ce que tu dis, moi je travaille sur 80% d'anciens clients qui achètent ou qui me recommandent des produits, et puis j'ai 20% de nouveaux. C'est ce à quoi on devrait arriver si on s'occupe correctement de sa base dormante. Oui, oui, ceux que tu vas perdre naturellement, parce que même en les réactivant, comme tu dis Brice, même en les réactivant, comme je l'ai dit, hein, dans les constats, il y en a qui vont fermer, il y en a qui vont déménager, donc tu vas en perdre de toute manière. Hein. Tu vas en perdre de toute façon. Voilà. Donc il faut quand même un minimum d'effort de prospection à côté pour remettre un peu d'eau dans le moulin et dans le pipe. Ouais. Ouais. Et du coup, la place des actions de fidélisation. Ouais. Pour ne pas en arriver à une base dormante. Ouais. Est-ce qu'on doit investir là-dedans, pas trop, ou est-ce qu'on doit juste faire pas les actions de fidélisation qui coûtent, mais juste de la relation pour garder contact? Les actions de fidélisation, la relation, oui, c'est ce que je viens de dire, c'est les appels gratuits, c'est le fait de processer, de structurer un plan de contact, ça c'est de la fidélisation gratuite. Parce qu'après vous avez la fidélisation payante, c'est-à-dire en gros, si tu recommandes, je te fais 10% sur ta nouvelle commande, tout ça, ça a des coûts. Donc c'est bien, ça fonctionne, mais moi, j'essaie d'être pragmatique et déjà de travailler sur ce qui est, en termes de capacité, à votre disposition tout de suite. Passer des coups de fil, ça ne vous demandera pas grand-chose en termes de coûts. Si c'est structuré, que vous dosez votre effort de coup de fil, comme je vous dis, moi aujourd'hui, j'en suis rendu en moyenne 4 à 5 appels d'anciens clients dormants, pas plus. Parce qu'il y a une rotation. Si je multiplie ça sur toute l'année, 4 à 5 fois les 220 jours travaillés, vous imaginez le nombre de clients dormants contactés dans l'année? Donc... Est-ce que tu penses que, je vais un peu plus loin, est-ce que tu penses que le coût des actions de fidélisation sont plus onéreuses que les coûts de prospection de nouveaux clients? Non, malgré tout, c'est moins cher. Parce qu'en fait, si on fait de la fidélisation financière, donc c'est-à-dire je vais avoir un marketing relationnel et je vais dire tiens, on a des nouvelles gammes, on a des nouveaux produits, ça fait longtemps que tu n'as pas commandé, si tu recommandes, je te fais 10% sur ta nouvelle commande. Ok, vous aurez fait 10% sur la nouvelle commande, plus un peu de marketing, c'est-à-dire que vous aurez un coût de marketing et 10% de marge en moins, c'est tout. Par contre, aller chercher un nouveau client, je le rappelle tout à l'heure, c'est du temps homme passé, c'est des coûts marketing pour aller les chercher pour acquérir le lead, c'est du devis fait avec souvent bien plus que les 10% de remise, parce qu'on veut le conquérir, donc on va mettre plus fort de remise. Donc non, le coût global d'acquisition restera de toujours plus cher, même si on met en place du marketing de fidélisation financière. C'est là où je voulais en venir, en fait, si on s'aperçoit qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à faire des efforts considérables pour avoir de nouveaux clients, et ils ne sont pas enclins à faire des petites remises à des clients qu'ils ont déjà depuis un certain nombre d'années. Je vais donner un exemple que je vis et qui me passionne au sens ironique du terme. Les opérateurs téléphoniques. Ouais. On en parle, on est d'accord. Les opérateurs téléphoniques mettent énormément d'argent pour conquérir des parts de marché. Et vous qui êtes client depuis 10 ans avec 5 lignes téléphoniques, parce qu'il y en a une par gamin et machin, walou, peu de balles, vous payez le prix plein pot. Voilà. Alors que, au moment où je veux changer de mobile, il me dit allez, je te fais 7 € de remise sur ton forfait. 7 € sur 2 ans de réengagement, ça leur aura coûté moins de 240 €. Ça va, hein. Pas cher la fidélisation. Mais par contre, pour faire venir à nouveau, on va faire de l'iPhone à 50 €, remisé complètement, avec un forfait à 10 balles. Enfin, on va éclater toutes les marges. Et ça, c'est ce qu'ils font. Hein. Donc, pour moi, c'est une erreur. Ils sont... Mais c'est des gros opérateurs, alors c'est assez étonnant. Normalement, ils ont toute la structure pour faire les choses comme il faut, mais... Oui, c'est comme les systèmes d'abonnement. Ça vaut le coup de se désabonner tous les 2 ans. Auquel j'adhère entièrement. Mais regarde, que ce soit Laetitia ou Valérie, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Là-bas, il faut je me sens très bien parce que je suis. Mais le discours quand même de la plupart de ces réseaux, c'est, si je me trompe, comment trouver de nouveaux clients. Oui. Et c'est vrai qu'on aborde très rarement le fait, mais au fait, à propos, n'oubliez pas quand même de fidéliser, de relancer vos anciens clients. Ouais. Partout, le discours, c'est comment trouver de nouveaux clients. C'est ça. Et on oublie très souvent, et c'est bien que tu le rappelles, Ouais. une base dormante, comme tu
Bah, disons que, vous savez que moi, comme je disais, je suis directeur commercial externalisé, donc quand je fais ce métier-là, je prends en charge le développement commercial et je pose toujours un diagnostic, je fais un constat global de l'état des lieux de l'entreprise, justement parce que je vais aller chercher ce genre de données. Et comme je fais mon diagnostic, la plupart m'ont dit, ouais, il faut que j'aille chercher des nouveaux marchés. D'accord, ok. Ouais, mais en fait, avant de t'énerver, là, tu vas d'abord commencer par remettre tes petits gars au travail et on va structurer leur approche auprès de tes clients. Ce sont des gens qui t'ont déjà dit oui. Ils ont déjà dit, je t'aime bien. J'aime ce que tu me proposes. Et en plus de ça, alors, pépite, les clients qui auraient été éventuellement insatisfaits, quand vous les rappelez, bah, vous vous donnez une opportunité incroyable, déjà d'une part de comprendre ce qu'a pu planter dans votre offre, ce qui a fait que il n'a pas été satisfait, et vous avez une opportunité unique d'aller le chercher sur son insatisfaction et de peut-être le récupérer, alors que sinon il reste avec son insatisfaction et bah, vous ne le reverrez jamais. Donc moi je prends les choses plutôt comme opportunité. Il est 10h01. Yes. On peut prendre encore 2-3 petites questions si besoin. Ouais. Sinon, on est parfait dans le timing. Ouais. Je vous invite tous au porte ouverte de la maison Olgasus. Ouais. Le dernier week-end, voilà. Eh ben super. Une bouteille est offerte. Eh ben, donc il y a des flyers, c'est ça C'est ce qui est à l'entrée. Super, eh ben, j'en prendrai avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Et bah clôturons. Eh ben, merci beaucoup. Hein. Bah, merci Olivier pour ton intervention ce matin. Mhm. On n'a plus qu'à clôturer cette session. On vous annonce la prochaine qui sera le 5 décembre avec une thématique qui est très d'actualité, c'est sur la facturation électronique. Préparez-vous, ça arrive. Gros sujet, grands pas. gros sujet. Donc on va traiter cela. On a notre intervenant. Oui, qui est déjà venue aussi. C'est Sophie Chanson, qui est vice-présidente de l'ERET, expert comptable, commissaire aux comptes à la Ville-là. Et qui, en effet, est en train déjà, je l'ai eu ce matin, juste avant, de préparer l'intervention pour vous donner toutes les nouvelles législations pour mettre en place la facturation électronique. Oui. On peut ouvrir. Ouais, Ça y est, le bâtiment est hybride, c'est ça l'avantage. mais c'est vrai Merci que- encore Olivier. Bah, merci à vous pour l'invitation, merci pour votre attention et votre écoute. Toujours un plaisir. Bonne journée à toutes et à tous et puis au plaisir de vous revoir. À bientôt. Au Yes. 58e. C'est ça.